une fois de plus, merci d'avoir accepté d'être venu pour poser ici et ensemble avec tous ceux qui aspirent à un développement. Le développement nouveau que nous voudrons afin que le Burkina Faso puisse réfuter cela. Parce qu'on sait très bien ce qu'il devra chercher. Il choisit le campus universitaire du Burkina Faso tout simplement parce qu'on sait où on prend un discours lorsqu'on veut qu'il ait de l'ampleur. Lorsqu'un discours doit avoir un impact positif ou avoir toute sa popularité, on sait où il faut le prononcer. Le campus est considéré comme l'édifice du savoir, où là où on forme tous ceux qui ont mis le minimum pour comprendre un discours et percer avec tous les cerveaux. Le campus est considéré comme un lieu où tous les cerveaux peuvent être tous les discours peuvent être accessibles à tous les cerveaux. Parce qu'il y a deux types de discours. Il y a un discours qu'on peut poser avec des stratégies et il y a un discours populaire qu'on peut poser également, mais qui n'est pas accessible à tous les cerveaux. Macron viendra poser le discours ici. Il viendra prononcer le discours ici. Nous n'aurons pas la chance d'avoir accès à la salle. Soyons-en sûrs. Mais pendant qu'il tiendra son discours, parce qu'on sait tous ceux qui auront accès à la salle ce jour-là, seront des gens qui seront triés, parce qu'on sait qu'ils n'auront pas la capacité de produire un discours concret afin de déstabiliser le système. Pendant qu'ils tiendront le discours là-bas, on sera aussi ici en train de tenir notre anti-discours. C'est-à-dire un contre-discours. Il y a un meeting là-bas et un autre deuxième meeting. Je suis Bayala Serge, à l'état civil, rebaptisé Bayala Liangé Imhotep. Je suis étudiant doublement inscrit dans 2 masters, un master en littérature et culture africaine et un master en prévention de crise et gestion de la paix sociale. Et donc je suis aussi fondateur du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, qui est une sorte d'université alternative qui fait de l'éducation populaire tous les jours, du lundi au vendredi, et nous discutons pendant 4 heures à 3 heures de temps par jour. Et cela existe depuis 2013. Et nous avons voulu, à travers cet échange, dire en tant qu'étudiants, lors de la venue de Macron à Ouagadougou, que cette venue a travaillé à écarter un certain nombre de personnes représentatives ou un certain nombre d'associations représentatives qui allaient pouvoir échanger avec M. Macron. Bien évidemment, il a travaillé à l'éviter et les autorités locales ont surtout travaillé à ce qu'il ait en face de lui des étudiants très dociles qui étaient aptes à lui poser des questions très gentilles pour ne pas heurter son ego de petit français et tout. Et nous nous sommes vraiment opposés à ça. Nous sommes battus pour dire qu'effectivement il existe des étudiants au Burkina Faso et en Afrique qui sont aptes de faire ce type de discours, ce d'autant plus que cette université alternative que nous tenons ici a un potentiel de 300 membres par jour, de 300 débatteurs par jour. Donc il y avait de la matière pour faire le débat et faire les échanges avec M. Macron. Mais bon, ce que nous retenons globalement de son passage, de son discours, c'est un Macron qui venait dire un discours de rupture, sauf que le libellé du discours lui-même était une réédition de la non-rupture. C'est-à-dire, comme M. Macron dit, je viens pour mettre un terme à la France-Afrique. Et Macron quitte la France pour venir parler aux Africains. Dans les 2 désignations, il y a simplement du ridicule en termes de langage et il n'y a simplement que le libellé du discours ni les fonds du discours. Il nous a simplement demandé, en venant en bon colon, de dépasser le passé. Et si ailleurs le passé peut être charge de négation, peut avoir un caractère honteux et tout, nous par contre nous n'avons pas besoin de notre passé pour préparer le présent et nous projeter dans l'avenir. Donc nous n'avons pas la même conception du passé selon que ton passé est macabre, il est sombre, tu as tout intérêt à le dépasser. Mais nous, notre passé, il n'est pas jalonné d'autant de lourdeur en termes de conscience, il n'est pas chargé d'un mépris, nous n'avons pas pratiqué l'esclavage et la colonisation, ni les travaux forcés,
Et donc du coup, nous, on ne peut pas dépasser un passé qui nous honore, on ne peut pas dépasser un passé qui nous inspire. Et donc, si pour lui, ça a un sens de dépasser le passé, pour nous, tout notre intérêt, c'est de ne pas dépasser ce passé, c'est de le capitaliser en tant que parcours et admettre que le passé ne peut pas être fait que de gloire. Et il y a de bons pas et des pas inadéquats, et c'est toute cette somme-là qu'il faut additionner pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et donc, nous ne pouvons pas intérioriser les propos malveillants de M. Macron quand il nous dit de dépasser le passé, alors que lui-même n'a pas dépassé ce passé, parce qu'il réédite la mentalité de son ancêtre colon qui était venu dans les années 1850 pour nous partager et nous distribuer la civilisation. et donc il revient dans la posture de son ancêtre et il refuse de quitter cette posture, donc il revendique le maintien du passé. Et il ne s'en rend pas suffisamment compte, peut-être sûrement du fait de son jeune âge, mais en fait Macron est jeune de corps, mais il a un esprit vieux. Il parle comme Napoléon Bonaparte, il parle comme les Charlemagne. Son propos à l'égard des Africains, c'est un propos colonialiste, c'est un propos négationniste, c'est un propos d'assistanat, c'est un propos condescendant, paternalisant. Et est-ce que c'est différent de ce que ses ancêtres ont eu à notre égard? Donc nous disons que c'est inconcevable qu'ils viennent s'adresser à nous comme ça, et surtout à toute l'Afrique en même temps. Est-ce que le revers est concevable? Est-ce qu'on tolérerait à un président africain de définir une politique africaine de la France? Est-ce que dans le subconscient du petit occidental, ça ne crée pas des contradictions psychologiques? Est-ce que ça ne bouleverse pas son imaginaire? Est-ce que ça ne l'amène pas à se poser des questions? Mais qu'est-ce qu'il a à définir pour nous ce que nous devons être pour nous-mêmes? Est-ce que ce n'est pas une négation de notre capacité à être capable de définir notre présent et de canaliser notre avenir? Est-ce que finalement il n'est pas en train de nous déresponsabiliser? Donc pour nous, c'était un discours hautement chargé de mépris, parce qu'il a prononcé des phrases très maladroites quand il traite notre président de réparateur, de climatiseur. Nous, si on était dans la salle, on reprenait la parole et on lui demandait, l'une des adresses à son égard, c'est de lui imposer une excuse publique à notre chef d'État et par ricochet à toute l'Afrique pour ce manque de respect criard qu'il a eu en assimilant son homologue président et son aîné d'ailleurs à un réparateur de climatiseurs. Et il venait de prouver par là que la diplomatie internationale n'était pas encore une culture qu'il a intériorisée et qu'elle exige la réciprocité de respect. Nous allons lui demander tout simplement de présenter ses excuses de façon publique pour continuer à mériter la dignité de dire que la France est une grande nation. Nous ne pensons pas que les grandes nations revendiquent leur grandeur par l'irrespect. Et nous lui dirons s'il peut présenter ses excuses. Une deuxième question qu'on lui aurait posée, mais M. Macron, vous dites que l'esclavage en Libye, récemment découvert, qui crée un tollé, comme si c'était un phénomène nouveau. Vous dites que c'est un crime contre l'humanité. Mais comment le qualifiez-vous en même temps de crime contre l'humanité alors que vous êtes acteur de ce crime parce que vous financez des groupes de hors-la-loi dans le but d'empêcher l'évolution des migrants? Vous leur demandez de construire des barbelés, des murs en béton, mais après, qui peut faire la prise en charge de la rétention? Est-ce que ce n'est pas ça qui a suscité le marchandage des hommes noirs? Et est-ce que la France, la grande France, ne contribue pas à cela? Et donc, c'est une question à laquelle la France devrait répondre pour pouvoir établir son auto-responsabilité dans ce crime contre l'humanité et ne pas nous prendre pour des dupes. Et aussi, une autre question qu'on souhaiterait lui poser en tant que vendeur et distributeur de démocratie à travers l'Afrique et les savanes et les forêts équatoriales. Mais M. Macron, comment vous faites la promotion de la démocratie et bizarrement vous amenez les États africains à signer des accords contre-humains? Contre-humain, quand tu regardes, et je demande en même temps à tous ceux qui vont voir cette vidéo, de se poser les questions sur les accords, par exemple militaires, de se poser les questions sur les accords économiques. Mais c'est suicidaire. C'est suicidaire qu'un pays dit démocratique demande à un autre pays souverain et dont il veut démocratique
d'accepter des accords de contre-nature, d'irrespect de hauteur insoupçonnable. Quand la France, par exemple, dit, bon, pour les accords militaires, il faut qu'on vous envoie des soldats et quelques pistolets parce que vous êtes incapable de vous prendre en charge, c'est un accord suicidaire. Puis, elle dit qu'elle peut faire venir sous le couvert de l'accompagnement militaire, tout avion de son pays peut atterrir sur n'importe quel aéroport et bénéficier de l'exemption de contrôle. C'est-à-dire que nos autorités politiques et policières sont interdites de regarder dans le cargo militaire qui arrive, qui est dedans, quel type d'armes il contient et ainsi de suite, et quel type de soldats il amène et ainsi de suite. Quand on dit à un état de droit et on demande à une nation qu'on veut démocratique de faire abstraction de ces éléments basiques d'une démocratie manifeste, est-ce qu'on a un droit encore de se réclamer démocrate? Est-ce que la France peut accepter sur son territoire qu'un avion allemand atterrisse et qu'il ne sache pas, surtout un avion militaire, et qu'il ne sache même pas quel est le type d'avion qui atterrit, qu'est-ce qu'il contient? Est-ce que c'est concevable? Est-ce que la France peut prêter son territoire de tels viols? Non seulement de l'imaginaire du collectif français, mais aussi des rapports de dignité et de respect qui doivent exister entre les pays. Est-ce que la France, finalement, aux yeux de ces accords criminels, peut encore se bomber la poitrine et nous donner des leçons de démocratie? Est-ce que finalement, ce n'est pas elle qui en a besoin? Donc voilà des questions comme ça qu'on nous aurait posées. Et aussi, il y a une question aussi fondamentale, c'est celle liée à la francophonie. C'est une aberration de demander aux Africains d'être des francophones. Nous n'avons que la petite minorité d'élite que nous sommes en devenir et ceux qui le sont déjà. Il n'y a que 12% ou au maximum 20% des Africains et dans tous les pays francophones qui parlent français. Les 80% ne savent même pas comment parler le français, ils ne savent même pas que le français est leur langue nationale. Parce que c'est cette aberration qui est encore répétée chez nous. Est-ce qu'il est conséquent de nous targuer de pays francophones, comme le disait Joseph Kizerbo, d'appeler des populations en 80% wolophones, mouréphones, en 80% qui parlent les langues nationales authentiques, d'être des francophones sans comprendre même le discours, la langue dans laquelle ils s'expriment et la langue dans laquelle ils apprennent la science. Est-ce que ce n'est pas une brutalisation de leur mentalité, de leur subconscient? Est-ce qu'on peut demander à un petit Français en France d'aller à l'école en chinois? Est-ce qu'on peut demander à un Chinois en Chine de faire l'école en arabe? Est-ce qu'on peut demander à un arabe en Arabie Saoudite de faire l'école en allemand? Est-ce que finalement on n'est pas en train de le brutaliser, de violenter son esprit et de créer une sorte de mépris de sa propre identité? Est-ce que finalement on ne gagnerait pas à ramener les langues à leur simple dimension d'outils de communication et qu'on permette à tout le monde de choisir la langue qu'il veut apprendre, mais qu'on ne fasse pas de ça une injonction? Et de toute façon, moi je parle le français, j'ai aucun complexe à cela, mais je suis fondamentalement opposé à la francovonisation de l'Afrique. C'est une aberration. Elle ne viendra pas aujourd'hui, elle ne viendra pas demain parce que la France elle-même a cessé d'être francophone. Et donc, nous avons nos langues à bâtir, nous avons nos langues à construire. Donc, c'est vers là qu'il peut nous inciter. Il dit d'africaniser le français, que la francophonie c'est pour vous, il faut africaniser le français. Alors que depuis 1984, Thomas Sankara a rebaptisé ce pays-là Burkina Faso, pays des hommes intègres. Et le vocable qui désigne le citoyen de cette nation, c'est burkinabé. Burkinabé qui veut dire le fils du pays des hommes intègres. Burkina qui vient de Burkindi, qui vient de Burkilum dans notre langue nationale et qui veut dire l'intégrité, et B qui est une des composantes, la troisième composante de l'ethnographie nationale qui sont les Peuls, B un Peul qui veut dire enfant. Donc burkinabé, ça a un grand sens et une grande signification pour nous que de nous appeler burkinais. Et le Larousse 2016 et le Larousse 2017 nous maintient dans ce mensonge, dans cette compromission, en nous imposant une identité inexistante burkinais. Ça veut dire quoi? Aucune référence. Où est l'acceptation de l'africanisation du français lorsqu'on nous refuse d'y intégrer avec notre identité et d'enrichir ce français-là? Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie qu'il est venu nous vanter, ou est-ce que la directrice de l'Académie française est tout à fait inconsciente de ce fait? Donc globalement, nous avons simplement été fichés de cet échange parce qu'on suggère que nous sommes véridiques, nous sommes critiques, nous sommes des étudiants insoumis, non contrôlables et qu'on était capable, en face du maître entre griffes,
de lui poser des questions qui remettraient en cause son titre de maître. Donc on a canalisé dans les amphithéâtres des étudiants de type docile, très aimables, et qui en même temps sont incapables de lire une question. On les a présentés au président et bien évidemment le président est tout heureux parce qu'il contrôlait le débat et il narguait tout le monde. Et l'amphithéâtre, il faut le rappeler pour ceux qui sont là et qui ne le savent pas, c'était deux amphithéâtres censés contenir 888 étudiants. Mais dans les 888 étudiants, il y avait un capital certain de 200 étudiants. Et nous avons échangé avec la responsable de scolarité de l'UFR LAC qui devait envoyer 115 étudiants. Et ça, nous considérons qu'au-delà des 115, nous mettons la barre jusqu'à 200. Mais le reste là, c'était des vendeuses, c'était des commerçants, c'était des maçons qui étaient dans la salle. Alors qu'aujourd'hui, on présente ceux qui ont parlé et qui étaient dans la salle comme étant de véritables étudiants. Nous démentons ce fait et aucune autorité de ce pays ou M. Franck Paris, M. Afrique de Macron ne peut contredire cela puisqu'il a travaillé à la préparation de la venue de son patron. Donc c'est dire à l'opinion internationale que ce n'était pas que des étudiants qui étaient dans la salle, il y avait environ 600 moins non-étudiants dans la salle, sans tenir compte qu'il y a le protocole d'État, il y a l'administratif qui ont bourré la salle et du coup le mot applaudicus a été mobilisé et il y avait un applaudimètre conséquent et il y avait des gens qui avaient reçu des consignes d'applaudir sans même comprendre ce qu'ils disaient. Donc quand même il avait des propos arrogants et insolents à notre égard, les gens applaudissaient parce qu'ils ont reçu des consignes d'applaudir. Et sûrement beaucoup de gens qui ont suivi se sont posé la question, mais pourquoi ils applaudissent? Ils applaudissent parce qu'ils ne comprennent pas la langue dans laquelle ils parlent. Deux, ils applaudissent parce qu'ils ont reçu des injonctions d'applaudir. Donc c'est la preuve manifeste que le français n'est pas une langue indiquée pour communiquer avec nous. S'il le disait en moré, c'est sûr que les gens l'auraient chassé et vidé dans la salle. Chers camarades, hommes en panafricanisme, pensez-vous que le boulevard Charles de Gaulle doit cesser d'être un boulevard Charles de Gaulle? Oui! 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 Camarades, est-ce que vous pouvez lever le poing fermé pour l'affirmer? Oui! Camarades, est-ce que vous pouvez encore maintenir le point debout pour l'affirmer? Oui! Camarades, est-ce que vous pensez que vous êtes prêts pour cela? Oui! Camarades, est-ce que si nous passons à l'acte, vous serez là? Oui! Alors, camarades, allons sur Charles de Gaulle, il s'appellera désormais boulevard Thomas Sankara. Sur le boulevard Charles de Gaulle, pour baptiser pour nous. Mobilisation. Action. Mobilisation. Action.